Discours de politique générale, c'est un terme que j'aime pas trop parce que c'est effectivement le thème consacré. Plutôt essayer de faire un point sur l'actualité et nos combats que nous menons. Et surtout essayer de voir comment sortir de cette morosité, parce que je ne trouve pas, parmi tous les gens que je rencontre, un enthousiasme fort sur la conjoncture. C'est vrai, pourtant nous faisons un bon métier et pourtant nous sommes ensemble, ici, réunis, pour essayer d'évoluer, de faire avancer nos débats et nos idées. Alors c'est vrai que le bilan de l'année, ce ne sera pas le bilan du syndicat, parce que le bilan, vous allez l'avoir, bilan tout à l'heure, un bilan économique, ce sera plutôt le bilan de gouvernement. On a fait des petits pins, hein, c'est sous le ton de l'humour, hein, c'est hospitalisation privée, privée de ministre. Voilà, c'est vrai que la ministre, elle joue la transparence, et quand on joue la transparence, on se l'applique à soi-même, elle est invisible. On ne l'a pas vue depuis un an, elle n'a jamais fait l'effort de venir nous rencontrer, ne serait-ce que visiter un établissement privé. Voilà, il n'y a pas eu. On est un petit peu orphelin, alors c'est vrai que on a préparé des affiches aussi qui sont un peu sur le ton de l'humour, on vous les montrera après, sur cette disparition des écrans. Et plus grave encore, c'est que non seulement la ministre n'est pas là, mais même notre Premier ministre est également absent, ou du moins, il ne nous connaît pas. Et je prendrai un extrait de son discours du 8 février 2013, où il dit « Il faut engager sans tarder une réforme de fond, une réforme structurelle de notre système de santé. Nous sommes déterminés à assurer le retour à l'équilibre des comptes de l'assurance maladie. Pour cela, il est indispensable d'apprendre à dépenser mieux. On le dit tout le temps, mais il faut y travailler davantage. Des marges de progrès existent. » On va lui donner une idée simple, la convergence tarifaire. On n'a pas de chance. Une des seules mesures que le président Hollande a maintenues parmi ses 110 ou 115 propositions de campagne, c'est l'arrêt de la convergence tarifaire. Ça, il l'a maintenu, il l'a appliqué. Remettons-la. 7 milliards d'euros d'économies du jour au lendemain. On cite toujours nos voisins allemands, et ça nous énerve un peu parce qu'on n'aime pas avoir des leçons en France, on estime toujours qu'on est bien placé et qu'on est les meilleurs. Mais ils l'ont fait, la convergence. Ils l'ont même terminée en 2009. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, l'excédent de l'assurance maladie, ça va vous faire rêver, est de 22 milliards d'euros. 22 milliards d'euros, c'est à peu près le déficit que nous avons chaque année. Notre Premier ministre, également, dans son discours du 8 février à Grenoble, nous explique « Chacun des acteurs du système de santé doit être confirmé dans son rôle. C'est ce que j'ai dit ce matin à l'hôpital. L'hôpital est le lieu où les diagnostics les plus graves doivent être confirmés. L'hôpital doit demeurer un recours pour la médecine de ville comme pour les hôpitaux environnants, en même temps qu'un lieu de formation et de recherche. » Je ne nous ai pas vus. Je ne nous ai pas vus. C'est pas étonnant après que les jeunes ici présents ne nous connaissent pas parce que pendant des années, l'hôpital nous cache et la tutelle et le Premier ministre également. Et pourtant, pendant ce temps-là, nous formons des jeunes, 80, c'est vrai, 80 en France. La région Languedoc-Roussillon est un moteur parce que nous en avons une quinzaine chaque année également d'internes en formation. Donc nous sommes là et nous voulons prendre place dans ce schéma. Et pourtant, en parallèle, nous dénonçons des fermetures brutales et autoritaires d'établissements. Paray-le-Monial, clinique fermée en 5 jours. Des retraits incompréhensibles d'urgence, Cluse, des coopérations forcées, coopérations hospitalières forcées. Et surtout, ce que je ne comprends pas, une stigmatisation permanente des médecins. Je ne comprends pas. Lorsque les forces de l'ordre sont mises à mal par la presse ou par peut-être certains débordements, lorsque les magistrats sont attaqués par la presse également, leurs ministres, Manuel Valls, Madame Taubira, défendent leur corporation. Et je ne comprends pas pourquoi notre ministre ne défend pas les médecins. On voit toujours les médecins sous la forme de la charge, de la dépense, du complément d'honoraires. Les chiffres qui sont sortis hier ou avant-hier sont extravagants, extravagants. 7 milliards d'euros, ça ne correspond à rien. Et le problème, c'est que les médias s'en emparent, ça fait vendre du papier, ça fait du buzz, mais c'est totalement faux. Arrêtons de stigmatiser les médecins. Et c'est vrai que sur l'avenant 8, nous avons pris part, fait et cause pour leur défense, parce que si demain nous n'avons plus de médecins dans nos établissements, nous serons des hôtels. Des hôtels. Alors certains pourront s'en sortir, mais je dois dire que je n'ai pas fait ce métier pour me transformer en hôtellerie, même si c'est, bien évidemment, on le voit à la Grande Motte, un très beau métier. Demain, 4 évolutions majeures à anticiper. Alors je vais citer la ministre qui a clairement défini 13 objectifs.
elle est péremptoire. Je veux faire aboutir la réflexion sur le service public territorial de santé pour l'inscrire dans la loi. Je veux réaffirmer le service public hospitalier dans la loi. Je veux poser les premiers jalons d'une tarification de parcours au service de la qualité. Je veux lancer les territoires de santé de soins numériques. Je veux renforcer la place des usagers dans la vie d'établissement. Nous lui répondons, Madame la Ministre, il s'agit d'une politique de retour à un hospitalocentrisme dépassé. La remise à plat du service public hospitalier constitue un retour en arrière majeur. Bien sûr, les missions de service public, 14, méritent d'être élargies, nous devons y participer. Mais le protectionnisme de l'hôpital est une mauvaise réponse lorsque l'on a 22% d'écart entre nos tarifs. Et en plus, vous l'avez vu dans la presse, alors je pense que c'est jumelé avec Hôpital Expo, la Cour des comptes s'aperçoit qu'ils ont des difficultés pour rembourser leurs emprunts. Et ils expliquent, l'État nous a obligés à nous moderniser. Ils ont oublié qu'ils ont obtenu 2007, plan hôpital 2007, plan hôpital 2012, mais fallait-il qu'ils reconstruisent des blocs opératoires avec 25 salles lorsque 10 auraient suffi, ou des locaux avec des surfaces totalement excentriques. Nous sommes là face à une double erreur politique. Politique financière par la fin de la convergence, nous en avons parlé, et politique structurelle en conduisant une politique protectionniste contre notre secteur. La tarification. Citons la ministre. La tarification hospitalière n'est pas une fin en soi. Elle doit être un outil au service d'une politique publique de santé, un outil pour une meilleure qualité du soin, un outil au service de la pertinence des actes et de la réduction des durées de séjour. Madame la ministre, nous sommes moteurs pour vous suivre, mais est-ce que cela veut dire que vous allez donner une dotation complémentaire à l'hôpital? Est-ce que la T2A, ce n'est pas ici que je vais critiquer la T2A en discussion, et Madame Aoustin, nous verrons cet après-midi sur notre DGARS, qui était une des précurseurs de cette réforme de la tarification, donc je ne vais pas aujourd'hui la critiquer, bien évidemment, parce qu'elle a été vecteur de qualité et vecteur d'activité. Mais attention, à court terme, le parcours de soins. On nous explique qu'une prothèse totale de hanche ou de genou doit être tarifée sur le parcours de soins en incluant les transports et en incluant les soins de suite. La FHP est une grande maison. Attention de ne pas nous déchirer avec les soins de suite ou les transporteurs. Un financement de coordination pour éviter les durées de séjour longues. D'accord. L'hôpital commence à y réfléchir aux urgences en mettant un régulateur. On le voit bien, le président a expliqué clairement qu'il voulait un service d'urgence en moins de 30 minutes. C'est une bonne chose. À la Péronie, à Montpellier, il y a 10 heures d'attente et 5 heures en moyenne. Incitation à la qualité, pertinence, gestion des risques. Nous y sommes bien sûr favorables. La gestion des risques, ce sont les contrôles. Je vous rassure, sur 2013, l'ensemble des contrôles de 2012 sont reconduits. Mais avec, je dirais, une petite nuance qui est importante, ce que j'appelle une prime pour les contrôleurs, c'est-à-dire qu'en début de campagne, ils ont budgété 220 millions d'euros de gains à avoir sur nos contrôles. Tout ça pour réduire l'enveloppe de l'Ondam prochain. Donc ils sont intéressés au rendement. L'incitation à la qualité, le projet IFAC, nous y croyons, parce que si nous devons nous différencier, c'est par la qualité et la qualité des soins et des prises en charge. Nous avons été plus de 200 à répondre à l'enquête qui va se lancer sur 2013 et 2014, et c'est vrai que nous sommes inquiets. Inquiets parce que nous souhaitons et nous attendons un financement positif. Il est hors de question de prendre à Pierre pour donner à Paul. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rémunérer la qualité en plus et baisser les tarifs de ceux qui n'ont pas eu encore le temps d'arriver au standard d'excellence. Donc c'est une rémunération complémentaire. Nous n'en sommes pas certains. Le pilotage de l'Ondam, l'évolution du modèle de financement. Je ne vais pas revenir sur la baisse de tarifs, 0,56. On s'est amusé, mais je ne pense pas que ce soit un amusement. Sur les 5 dernières années, on arrive à 0. 0,01 sur 5 ans. Je ne connais pas un secteur qui ait pu tenir avec une telle
pénalisation de ces tarifs. Ça fait 5 ans que nous n'avons pas d'augmentation de tarifs, donc nous l'avons pris sur notre financement interne et sur la réduction de nos charges et de nos process. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. 35% de nos cliniques sont en déficit. Je ne cesse de le rappeler, de le marteler. Cette année, il y a eu une différenciation des enveloppes pour l'année prochaine. Parce que l'hôpital public, on le critique, on le raille, on le moque. Ceci dit, il gagne des parts de marché en chirurgie, alors que nous en perdons, voire nous stagnons. Donc, ils ont un volume de 2,8% pour l'année prochaine et 2% pour nous. C'est peut-être une chance de pouvoir récupérer l'année prochaine un peu de tarifs. Le danger que je vois aujourd'hui, avec les travaux qui se mettent en place au niveau de la DGOS, et nous poserons la question demain au directeur général, c'est la régulation prix-volume. On est habitué, la régulation prix-volume, ça fait des années. Demain, ce sera peut-être par GHS. Par GHS. Ça devient totalement discriminant. Pire encore, on parle d'une dégressivité tarifaire en fonction des volumes réalisés par chaque établissement. Chaque établissement. Si aujourd'hui nous avions, je dirais, avec la suppression des OCOS et la création des IPA, une certaine liberté, je suis aujourd'hui presque un ancien de la profession, ça fait 20 ans. Je me rappelle, en 1995, lorsque nous devions rembourser au mois de janvier les actes d'ambulatoire que nous avions réalisés en surnuméraire. Ce temps paraît révolu, et pourtant il a existé. Et si demain nous devons rembourser sur notre établissement un volume que nous avons dépassé, ce serait une coupe qui commencerait franchement à déborder. D'autres sont plutôt encourageants, une précarité réaménagée avec des critères géopopulationnels, ou encore le financement des établissements isolés qui ont, de par leur activité en dessous des seuils, des difficultés pour boucler leur budget. Fort de propositions, nous le sommes. L'équipe MCO y est, travaille, produit. Et c'est vrai que si nous combattons l'administration et les tutelles, ils reconnaissent que nos propositions sont force de bon sens. Nous sommes entendus, compris, c'est autre chose. Donc, il nous reste l'arme juridique et le combat que nous menons. Le combat juridique contre le CICE, je ne vais pas vous rappeler cette escroquerie dont nous sommes les victimes. Alors, il y a un communiqué de presse qui est sorti aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu Arnaud Montebourg, qui hier parlait de raquettes, des entreprises ou des groupes qui se servaient du CICE pour faire baisser leurs sous-traitants ou leurs partenaires. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais il a parlé de raquettes. Alors on a retourné son compliment en disant est-ce que c'est pas l'État qui fait du racket par rapport à nous, en nous baissant les tarifs, parce qu'il nous octroie un gain logique, attendu, d'allègement de nos charges sociales. Il faut savoir que lorsque l'on donne 100 à un collaborateur, il en coûte 190 à l'hôpital public et 202 à notre secteur. Donc ce n'est qu'un juste retour des choses. Et on s'est amusé au niveau de la FHP, amusé n'est pas le terme. On a quantifié l'écart de taxes que nous payons par rapport à l'hôpital public, c'est 600 millions d'euros. Donc nous avons déposé un recours en Conseil d'État, la FHP également, parce que ce sont des recours qui sont complémentaires, a déposé un recours contre le CICE. Nous avons continué également notre combat au niveau européen avec une étape supplémentaire qui s'appelle une demande d'enquête formelle, parce qu'il n'est plus acceptable d'avoir cette distorsion de concurrence entre les secteurs. Un mot sur le climat social, bien évidemment, bien évidemment. Je tiens ici à remercier la commission sociale de la FHP et son président Jean-Louis Morizy, qui est comme vous, comme nous, un élu et qui doit affronter, c'est le terme, les centrales syndicales au niveau national, et ça fait des années qu'il ne peut, bien évidemment, proposer d'augmentation du point. Non seulement d'augmentation du point, mais également revoir les classifications conventionnelles. Notre classification, nous le savons tous, elle est peut-être obsolète, mais c'est tellement compliqué de changer qu'on ne peut ouvrir cette boîte sans en avoir des répercussions. Et c'est vrai que cette convention collective est le ciment de notre fédération, de la grande maison FHP, comme le dit Jean-Loup Durousset et Elisabeth Thomé. Nous sommes ensemble pour faire évoluer cette convention collective
Et pourquoi pas aussi regarder du côté du CINERPA, parce que c'est le cousin ou le frère. Et je pense, en région, nous avons commencé déjà à bâtir des ponts et des liens qu'un jour, nous serons réunis dans cette grande maison de l'hospitalisation privée, sanitaire et médico-sociale. Et c'est vrai que si les ARS ont été créés dans ce sens, nous serions bien sots ou bien stupides de ne pas le faire également. Je suis certain que ça viendra. Alors, c'est vrai que environnement hostile, j'ai pas aujourd'hui, malgré la belle météo, même si c'est vrai qu'ici on est un peu dans le noir, mais dans une demi-heure on pourra prendre notre déjeuner ensemble au soleil, et je suis ravi que ce soleil soit venu, parce que, comme je disais hier avec humour dans notre dîner d'accueil, je me croyais un petit peu en Bretagne, et je pensais que, oui, Jean-Daniel, je te vois, la plus belle région de France après la nôtre. Mais bon, le soleil est revenu, donc on est content, et ça permet un petit peu de donner du baume au cœur dans cet environnement qui est difficile de l'an 1 de notre gouvernement. Alors c'est vrai que Thierry Béchu, que je remercie, notre délégué général, qui toute l'année, avec l'équipe, et c'est vrai que le MCO est une équipe, je dirais, restreinte, soudée, donc j'aimerais les citer, parce qu'ils ont organisé ce congrès de fort belle manière, et puis surtout, ils travaillent avec envie, passion, dans la belle maison qu'est la FHP, donc Séverine, Chloé, Fatia, Thibault, Laure, Caroline, Karine. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on les applaudisse. Je ne vous cache pas que pour organiser un congrès, on m'explique que la Grande Motte, pour moi c'est très simple, mais que c'est loin, que c'est compliqué. Et je ne vous cache pas que pour organiser un congrès en province, c'est pas facile, et il a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour que l'on soit réunis aujourd'hui. Pour conclure mon propos, avant de passer à la partie statutaire, et Jean-Daniel va nous expliquer que les comptes de la FHP-MCO, comme ceux de la FHP, sont sains, je vous invite à rester. Ce ne sera pas très long, parce qu'après, il y a la remise, non pas des trophées de l'hospitalisation, mais j'en profite de cette tribune pour vous rappeler que c'est le 12 juin à Paris, au ministère de la Santé, les trophées d'hospitalisation privée. Nous allons remettre non pas des trophées, mais des petites attentions sur le concours photo « J'aime ma clinique », pour lequel vous avez participé. Vous verrez, il y a des photos sympas et assez amusantes. Donc, objectif, si je peux avoir le transparent sur la Terre. Voilà, un concept qui nous fait prendre, parce que nous avons besoin un petit peu de hauteur, donc Terre. Transparence des droits et devoirs de chacun, professionnels et tutelles. Équité de traitement des professionnels de santé. Reconnaissance de notre capacité à être un acteur de santé publique à part entière. R. Respect des femmes, des hommes qui œuvrent quotidiennement dans nos structures. E. C'est la mode. Évaluation des politiques de santé publique et médico-économique. Objectif Terre, ça nous permet un petit peu de nous recentrer et puis d'avoir des valeurs, parce que l'hospitalisation privée a de belles valeurs. Madame Thomé le dit, à chaque fois qu'elle prend la parole, elle nous a rejoints alors qu'elle venait d'un environnement qui était le premier public, puis après une grande carrière dans les ministères et les cabinets. Elle est venue dans notre secteur parce que nous avons des valeurs. Et ces valeurs, nous les défendons et nous sommes heureux de pouvoir travailler. Et comme je dis toujours, quand on est un petit peu fatigué, bon, on a un petit peu le moral qui tombe un peu, on est en dedans, comme on dit au village. Et je dis souvent, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Et je me dis, quelque part, nous faisons un beau métier avec nos amis médecins, bien évidemment, nos amis médecins, et que si chaque année, nous gagnons 3 mois d'espérance de vie, ben c'est que quelque part, nous y sommes pour quelque chose, et nous ne sommes pas qu'une charge, qu'une dépense, qu'un déficit. Nous sommes créateurs de richesses, et surtout, par rapport à l'ensemble des entreprises, nous sommes tous et toutes non délocalisables. Merci.